Bonsoir à tous. Nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, je vous prie d'excuser la présidente du conseil de quartier, Laïfa, dont le nom Laïfa Ngema Ondo, puisqu'elle a été malheureusement retenue en dernière minute, en urgence, et qu'elle ne pourra pas être avec nous ce soir du coup pour mener cette réunion. Donc je la supplée en tant qu'adjointe en charge du conseil de quartier, un peu à l'improviste, mais tout va bien puisque nous avons beaucoup d'intervenants qui sont là ce soir ou qui vont arriver pour pouvoir évoquer les sujets qui ont été choisis par le conseil de quartier pour la réunion publique de ce soir. Nous avons donc autour de la table un certain nombre de conseillers de quartier, titulaires et suppléants, que je remercie pour leur présence, puisque c'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous aviez un point ? Non ? On a un vice-président. Est-ce que vous voulez prendre le... Parce qu'il n'était pas au courant que... Alors oui, parce que ce conseil de quartier, nous avons un vice-président qui n'est pas un poste officiel dans les conseils de quartier, mais Guillaume Grébert est très impliqué et travaille avec l'AIFA au quotidien pour animer ce conseil et pour faire vivre les échanges entre les différentes séances publiques. Mais c'est vrai qu'il n'était pas prévenu non plus, donc ce n'est pas forcément plus sympathique de lui laisser gérer à l'improviste l'animation de la réunion. Donc, à l'ordre du jour ce soir, et je remercie aussi tous les habitants d'ailleurs qui sont là présents ce soir pour leur participation et leur présence régulière pour certains, puisque c'est grâce à vous que nos conseils de quartier continuent à vivre. Alors, nous avons à l'ordre du jour ce soir 3 points. La gestion des déchets à Paris, notamment la question des déchets alimentaires, puisque nous avons une évolution des gestions qui sont prévues par la ville de Paris. La question de la vie étudiante, dans la continuité des questions de précarité, de difficultés qui sont rencontrées par les étudiants, et en particulier dans ce quartier, puisque c'est un quartier où nous avons un certain nombre d'universités, de sites universitaires. Et enfin, un point d'information sur les Jeux Olympiques. Un point d'information qui visera à faire un peu un rappel par rapport à la réunion qui a eu lieu en février à la mairie de Paris, à laquelle certains d'entre vous ont peut-être pu assister, mais comme les échéances arrivent vite et qu'il est important que vous ayez les bons repères, que tous les habitants puissent avoir le maximum d'informations et de moyens de se renseigner, nous avons jugé bon, et les habitants de ce conseil de quartier ont jugé important de pouvoir mettre ce point à l'ordre du jour, sachant qu'il y aura bien sûr d'autres réunions publiques organisées avec la préfecture à d'autres moments plus tard. Plus tard, dans les 2 mois qui viennent, disons. Et donc, sans plus tarder, je vous donne la parole, Monsieur Fleureau, pour évoquer la question des déchets alimentaires. Ça fonctionne ? Oui. Donc bonjour, je suis Jean-Nicolas Fleureau, je suis le responsable de la propreté de l'arrondissement. Voilà. À la demande du conseil de quartier, j'ai préparé une présentation sur le sujet. Je l'adresserai au conseil de quartier à l'issue de la réunion parce que j'ai essayé dans la présentation d'être le plus exhaustif possible. Mais aujourd'hui, je vais peut-être passer certaines pages pour aller au plus vite et être dans l'échange si vous le souhaitez. Voilà. Alors, en premier lieu, j'ai fait un petit rappel sur le contexte législatif, c'est-à-dire qu'il y a un article du Code de l'environnement qui précise de quoi il s'agit concernant les biodéchets. En fait, vous avez 2 grandes familles. Vous avez les déchets alimentaires, d'une part, et vous avez ce qu'on appelle les déchets verts. Ici, on va centrer nos propos sur les déchets alimentaires et pas sur les déchets verts, même s'il arrive qu'on nous sollicite pour nous demander qu'est-ce que je dois faire de mes déchets végétaux. Pour répondre à cette éventuelle question que vous poseriez, je tiens à préciser que la ville de Paris n'a pas mis en œuvre de solution pour ce type de déchets à ce stade.
parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, il faut bien le reconnaître. Et si je devais donner une réponse un peu informelle sur le sujet, si vous avez des déchets verts, la meilleure solution, c'est de les apporter au square de votre quartier et de les confier à votre jardinier. La plupart du temps, ils acceptent de les prendre. Voilà. Donc, il s'agit donc de déchets liés à l'alimentation, sans leur emballage. S'il faut, je rentrerai dans les détails de quoi il s'agit plus précisément. Mais je ne pense pas que l'objet de la réunion de ce soir, c'est bien vous préciser quel type de déchets rentrent dans la famille des déchets alimentaires. Mais s'il le faut, je reviendrai sur le sujet. Alors, que dit la loi sur le sujet? Alors, il y a eu plusieurs évolutions législatives. La dernière, c'était dans la loi de 2015 qui fixait l'horizon de 2023 pour que tous les producteurs, particuliers ou professionnels, disposent d'une solution technique. Après, il y a eu un décret qui a précisé les choses, qui disait qu'au 1er janvier 2024, toutes les collectivités territoriales devaient proposer une solution aux particuliers et aux professionnels. Alors, concrètement, avant de vous détailler quelles sont les solutions qui sont à votre proposition, j'ai ajouté quelques pages concernant sur qu'est-ce qu'ils deviennent, les déchets alimentaires. Alors, je ne vais pas vous donner un cours et je vais être rapidement sur le sujet. Vous pourrez en disposer à l'issue de la réunion. En fait, il y a deux destinations, merci Mme Parizeau, pour les déchets alimentaires, soit du biogaz, soit du compost. Donc le biogaz, c'est une énergie les deux solutions sont utilisées par le SICTOM. Le SICTOM, pour votre information, c'est l'organisme de l'ensemble des collectivités auxquelles adhèrent la ville de Paris et les communes adjacentes qui s'occupent du traitement des déchets. Donc les deux solutions sont utilisées sont possibles comme destination de vos déchets alimentaires. Je vous ai fait un petit schéma qui vous explique comment ça se déroule. Voilà. Alors, maintenant, allons au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on propose à Paris pour vos déchets alimentaires? Alors, aujourd'hui, vous avez, on va dire, trois possibilités. On distingue ce qu'on appelle l'apport volontaire. Ça veut dire quoi, l'apport volontaire? Ça veut dire que c'est le producteur, donc là, en l'occurrence, vous, qui apportez vos déchets dans une solution qui est proposée. Alors, aujourd'hui, dans le 15e, il n'y a que ce qu'on appelle des bornes qui existent sur tous les marchés alimentaires. Généralement, il y en a au moins deux aux deux extrémités des différents marchés alimentaires du 15e. Par ailleurs, vous avez ce qu'on appelle le porte-à-porte. Le porte-à-porte, ça veut dire, c'est ce qui existe actuellement, par exemple, pour la collecte de vos déchets, de vos ordures ménagères ou vos emballages, dans vos bacs jaunes, verts ou blancs aussi, ça existe pour le vert. Et là, le porte-à-porte pour les déchets alimentaires n'existe que pour la restauration collective publique, c'est-à-dire les cantines scolaires, les crèches, les EHPAD, les cantines municipales. Ça représente quand même 80 sites dans le 15e arrondissement où il y a cette collecte en porte-à-porte. Et enfin, les commerçants des marchés alimentaires parisiens, dans la slide que... En fait, il faut que je... Oui, je suis à la bonne...
Oui, c'est bon. Dans la slide, je parle des 63 marchés alimentaires. C'est surtout Paris. Hein. Dans le 15e, il n'y en a que 6. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ça qui existe. À compter de l'été 2024, il y a un dispositif en apport volontaire qui va s'étendre, qui va être proposé aux habitants du 15e. C'est l'utilisation des Trilib. Alors, les Trilib, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, j'ai un petit peu avancé. Vous avez une photo des Trilib. Il y en a peu actuellement dans l'arrondissement. Il y en a 8, si j'ai bonne mémoire. Et à partir de cet été, les Trilib seront dotés d'une possibilité d'apporter vos déchets alimentaires en apport volontaire, comme je vous l'ai indiqué. Donc, les Trilib actuels vont être transformés. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un module de stockage qui va être transformé en module destiné spécifiquement à la collecte des déchets alimentaires. Donc, dans un premier temps, vous avez 386 Trilib sur l'ensemble de Paris. Ils vont être transformés. Ça a commencé. Dans le 15e, ça sera en juillet 2024. Et l'objectif, c'est certainement d'en poser de nouveau, parce que le souhait de la ville de Paris, c'est que dans le 15e, comme dans tous les autres arrondissements, il y ait une solution accessible à pied pour tous les Parisiens pour apporter leurs déchets alimentaires. Donc, dans le 15e, on en est loin. Hein. Je vous ai mis en ligne là une carte qui permet d'observer ce qu'on peut appeler des zones blanches. Hein. On ne parle pas de téléphonie, c'est-à-dire des zones qui, si on ne rajoute pas des Trilib, puisque dans cette carte, ça intègre les bornes d'apport volontaire sur les marchés et les Trilib actuels qui vont être transformés. Ça, c'est l'idée dans les parties non blanches, hein, donc en jaune, c'est toutes les solutions qui sont accessibles à des habitants du 15e à moins de 3 minutes à pied de leur domicile. Donc, vous voyez, il y a pas mal de quartiers dans le 15e qui nécessiteraient de l'installation de solutions à proximité de leur domicile pour qu'ils puissent bénéficier d'un lieu pour apporter leurs déchets alimentaires. L'idée, ce n'est pas d'avoir un maillage aussi précis que pour le verre, hein, où vous avez les colonnes à verre, mais c'est que pour tous ceux qui sont civiques et qui veulent faire un geste pour la planète, puissent avoir une solution. C'est très important parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les déchets alimentaires, ça pèse très lourd dans nos poubelles, les ordures ménagères, d'une part, et d'autre part que les déchets alimentaires, généralement, ils sont remplis d'eau. Et donc, ils sont très lourds et demandent beaucoup d'énergie pour les brûler. Par ailleurs, au-delà du civisme, trier ces déchets alimentaires, c'est aussi une nécessité financière pour la ville de Paris, parce que le coût d'élimination des déchets alimentaires va aller croissant au fil des années. Pour votre information, 1 tonne de déchets d'ordures ménagères, c'est-à-dire ce qui va dans la poubelle verte, aujourd'hui coûte 5 fois plus cher qu'1 tonne de déchets triés, c'est-à-dire ceux qui sont dans la poubelle jaune. Vous voyez la différence. C'est une différence de 1 à 5. Donc tout ce qui ne va pas dans la poubelle verte, c'est une économie pour le contribuable parisien.
j'essaye d'utiliser les différentes fibres, la fibre civique et aussi la fibre des citoyens imposés qui payent leurs impôts locaux. On ne sait jamais. Voilà. Donc, les stations Trilib, pour ceux qui ne savent pas, vous voyez une photo de ce qui existe et ce qui va évoluer. Donc, la photo avant et la photo après, avec la mise en place de ce module de déchets alimentaires. Ce que je voulais préciser, c'est que ce module, il a été testé déjà dans le 10e arrondissement et qu'il a été conçu pour rester très hygiénique. C'est-à-dire que veiller à ce qu'il n'y ait pas de rongeurs qui puissent y pénétrer. Donc, il y a une pédale qu'il faut appuyer pour ouvrir la trappe, d'une part, et d'autre part, il est prévu un lavage systématique à chaque fois qui va être collecté. Et il sera très souvent collecté automatiquement via une sonde dès qu'il a un certain niveau qui sera atteint. Vous voyez, je vous ai mis le dispositif de collecte. C'est un dispositif INSEE unique en France qui a été conçu par notre prestataire spécifiquement pour la collecte de ce type de module. L'objectif, c'est que ce soit assez rapide pour ne pas bloquer la circulation. Et comme je vous l'ai indiqué, contrairement à la collecte des ordures ménagères ou des bacs jaunes, il n'y a pas des horaires ou des jours précis. Dès que le module atteint un certain niveau, c'est-à-dire les 2/3, le prestataire a l'obligation, dans les 3 heures, d'envoyer un camion pour le collecter. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de travaux de voirie pour les installer. Il n'y a pas besoin de travaux non plus pour les déplacer. C'est-à-dire que on peut expérimenter. On peut faire... on a le droit à l'erreur pour installer ce nouveau type de dispositif, puisque c'est totalement réversible. C'est un dispositif amovible dans un sens comme dans l'autre. Dans le 15e, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est arrivé qu'on installe des Trilib et la mairie nous a demandé, parce qu'il y a des riverains qui étaient mécontents, de le déplacer, et on l'a fait dans les semaines qui suivent. Ce n'est pas un problème. Donc, pour votre quartier, on avait travaillé avec le conseil de quartier précédemment. Le conseil de quartier s'était saisi du sujet et il y avait une équipe qui avait déambulé dans le quartier et qui nous avait fait des propositions. On en avait retenu. Mais néanmoins, vous voyez que le maillage pourrait être amélioré. Nous, on en a encore une qui est techniquement jouable, le 137 avenue de Félix Faure, mais c'est une proposition. On est ouvert à toutes vos propositions. On peut venir avec vous ou avec une délégation du conseil de quartier pour déambuler dans le quartier, pour trouver d'autres sites. Les éléments techniques qu'il faut voir en tête, c'est qu'il ne faut pas en poser... oui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est sur 2 places de stationnement payants, qu'il ne faut pas en mettre à des carrefours, parce qu'il ne faut pas gêner la visibilité des véhicules, pas sur des bateaux, évidemment. Il ne faut pas que ce soit dans des voies qui soient un petit peu pentues. Il ne faut pas qu'il y ait des arbres trop proches, puisque pour le grutage des modules, il ne faut pas qu'ils soient gênés par des arbres. Et on évite évidemment de le faire devant un commerce, parce que généralement, si vous faites ça, le commerçant va légitimement hurler. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y a une autre solution pour les déchets alimentaires que je n'ai pas abordée,
que je vais rapidement aborder, c'est le compostage. Alors, sur le compostage, vous avez différents types de solutions. Vous avez ce qu'on appelle les composteurs collectifs en pied d'immeuble, c'est-à-dire c'est une copropriété qui choisit d'installer un lombricomposteur collectif. Vous avez les composteurs de quartier et vous avez des composteurs individuels. Donc, les composteurs en pied d'immeuble, il faut qu'il y ait une volonté d'une copropriété. Il faut identifier un matériel, une zone d'installation. Et si c'est le cas, il y a la ville de Paris vous accompagne la copropriété en ce sens par une visite technique, par une fourniture de matériel, par une formation aussi des habitants et même des visites annuelles de suivi. Mais en tout état de cause, il faut l'accord de la copropriété d'une part, et puis une équipe de référents qui suivent le dossier. Donc dans le PowerPoint, je vous ai mis le lien pour envoyer vos candidatures. Il y a des campagnes régulières, 3 à 4 fois par an, pour les copropriétés qui veulent se lancer dans l'aventure. Ensuite, vous avez le compostage de quartier. Alors, c'est un peu la même chose, sauf que c'est sur un lieu public. Alors là, généralement, c'est porté par une association. Troisième solution, lombricompostage individuel. Alors ça fonctionne beaucoup, ça a beaucoup de succès dans le 15e arrondissement. La prochaine campagne dans le 15e, elle arrive très prochainement, c'est du 23 mars au 7 avril. Je vous ai mis le lien pour vous inscrire. Donc c'est la même chose. Comment ça se passe ? Vous manifestez votre inscription, enfin vous inscrivez. On vous propose de participer à une session de formation avec un maître lombricomposteur. À l'issue de cette formation, on vous remet un kit. Vous commandez à l'issue de la formation des verres et c'est parti. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour du sujet et j'essaierai de répondre à vos questions. J'espère que j'ai été le plus bref possible. Merci pour ces éléments. C'est vrai qu'on avait fait une marche exploratoire avec les précédents membres du conseil de quartier. Donc là, je pense qu'on soumettra l'adresse que vous avez identifiée qui se trouve être en face devant le bâtiment de l'ESRA, non ? C'est à ce niveau-là. Voilà, pour... je suis allée vérifier, j'ai un peu triché. Parce qu'en effet, c'était un point qui avait été soulevé déjà, il me semble, lors de la dernière visite. Parce que en plus, avec les jeunes qui parfois consomment à emporter, il peut y avoir des déchets, notamment du recyclable, qui pourraient bénéficier en tout cas d'un site spécifique. On va prendre les questions. Je vois qu'il y en a déjà. Il y a 2 mains qui se lèvent. On va prendre les conseillers de quartier d'abord et ensuite on prendra la salle. Vous avez un micro, Monsieur Crest, je vous en prie, ou Madame, comme vous le souhaitez. Oui, bonsoir. Donc, moi, j'ai des questions. Bon, déjà, peut-être préciser que pour le compost, c'est pas exactement les mêmes déchets que ce qu'on met pour le biogaz. D'autre part, si on veut faire du tri, est-ce qu'il y aurait une possibilité déjà que les syndics affichent les lieux de dépose ? Parce qu'il n'y a strictement aucune information auprès des copropriétaires ou des locataires indiquant, puisqu'il n'y a rien au niveau des immeubles en général, où on peut déposer. D'autre part, on peut remarquer que la plupart des moyennes ou grandes surfaces ne vendent pas de sacs permettant les biodéchets. C'est-à-dire qu'ils vendent des sacs en plastique recyclés, recyclables, enfin bref, mais c'est du plastique. Donc on ne peut pas s'en servir. Il y a donc très peu d'enseignes qui vendent ce type de sac. Donc est-ce qu'il y aurait eu un moyen pour peut-être inciter les commerçants
acquérir. Et puis, dernier point, moi je trouve que la ville de Paris, c'est bien, c'est incitatif très peu, parce que on n'a pas, à moins de regarder les sites internet, parce qu'on est vraiment concerné, il n'y a pas comme pour le verre, ou comme il y a eu pour les déchets recyclables, les poubelles jaunes, d'informations, par exemple, au niveau des boîtes à lettres. Donc ça serait peut-être une chose à faire, je ne sais pas. Parce qu'il faut quand même noter, par exemple, qu'à Bruxelles, depuis le 15 mai 2023, les déchets alimentaires, le recyclage est obligatoire, pas juste incitatif, obligatoire pour les habitants. Sinon, c'est l'amende. Donc je pense que Paris est quand même très en retard. Monsieur Crest, on va prendre votre question en même temps. C'est et ensuite la continuité un petit peu de parfait. ce que vous dites. Simplement... Parlez plus près du micro pour qu'on vous entende bien. Lors de la précédente campagne qui a eu lieu l'année dernière, où l'installation des bacs près des marchés, la ville de Paris distribuait des seaux avec des plastiques. Est-ce que vous allez continuer ou refaire une campagne dans ce sens-là ? Vous pouvez commencer à répondre et puis on peut... Oui, alors effectivement, on continue à distribuer des kits et un certain nombre de sacs. Mais effectivement, la ville de Paris ne donne pas une sorte de kit d'amorçage au niveau des sacs biodégradables dont parle Madame. Alors effectivement, toutes les grandes surfaces n'en vendent pas. Ce que je peux préciser, c'est qu'on peut utiliser les sacs Kraft par défaut. Après, il y a des collectivités qui offrent, qui mettent en œuvre des solutions de collecte des déchets alimentaires plus complètes. La ville de Paris a testé dans le 12e et le 19e arrondissement la collecte des déchets alimentaires en porte-à-porte, comme ça existe pour vos déchets, enfin vos bacs jaunes et vos bacs verts, mais pendant plusieurs années d'ailleurs. Mais ce dispositif s'est révélé très coûteux au regard des tonnages collectés. En fait, le problème des immeubles parisiens, c'est que la plupart du temps, les locales poubelles sont assez petits et ne permettent pas d'installer des bacs d'une couleur supplémentaire. Et donc, si on met en place une collecte en porte-à-porte et qu'il y ait un seul ou quelques-uns des immeubles dans une rue qui sort effectivement ce type de bac, ça a un coût très important par rapport au tonnage collecté. Sachant qu'en plus, là où ça a été testé, dans les arrondissements, il y a plusieurs copropriétés qui avaient des réticences. Alors, parce que, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous avez un bac rempli de déchets alimentaires, il est lourd, plus lourd que les autres bacs, parce que les déchets alimentaires en moyenne, c'est assez lourd. Et d'autre part, il faut le collecter à une fréquence importante, parce que sinon, notamment en été, rapidement, ça a des odeurs, et puis ça nécessite d'être très sérieusement nettoyé. Et là, on a testé ce dispositif, on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre d'immeubles qui, au bout de quelques mois, ont dit non, nous n'en veut plus. C'est pour ça que la solution qui a été choisie, alors c'est pas la solution idéale, Madame, vous avez raison, par la ville de Paris, au regard de l'aspect coût-efficacité, c'est de développer l'apport volontaire. Alors aujourd'hui, force est de constater, c'est qu'il n'y a pas à proximité de chacun d'entre vous une solution pour apporter vos déchets alimentaires. C'est vrai. On avait une question dans la salle. Est-ce qu'on peut donner un micro, s'il vous plaît, à la dame qui est devant, au premier rang, et qui lève la main. Voilà, super. Merci bonsoir. Moi, sur ce point, j'ai deux choses. Sur ce point-là, je voudrais dire que je le fais depuis que ça a commencé dans le 15e.
En revanche, je trouve cette histoire de sac complètement aberrante, parce qu'effectivement, on n'en a pas, et on n'en a pas en papier. Vous venez de parler de sac craft. Le sac craft, ça n'existe pas en France. Vous allez en Allemagne, il y en a partout, et vous avez un espace poubelle dans les appartements avec des sacs craft. En France, il n'y a pas de sac craft en vente, et donc on ne peut pas le faire. Et il n'y a plus qu'à acheter des petits sacs plastiques. Et il y a 2 endroits dans cet arrondissement où on en trouve. Voilà, donc c'est un tel frein, moi je trouve. Alors les gens, je ne sais pas ce qu'ils font, je pense qu'ils recyclent des sacs plastiques qui ne sont pas recyclables, quoi. Et ça doit gêner aussi pour traiter les ordures. Alors, je n'ai plus en tête, mais je l'enverrai au conseil de quartier, le liste des enseignes qui proposent à l'achat des sacs biodégradables. Hein. Il y en a quand même plusieurs. Hein. Il n'y en a pas que 2. Mais des petits, hein, parce que des grands, on en trouve partout. Non, des petits, des modèles de sacs blancs, voilà, biodégradables que vous pouvez mettre dans votre poubelle de salle de bain. Okay. Oui, ce type de modèle. Et ma deuxième question, c'était sur le compostage en pied d'immeuble. Parce que moi, j'avais compris qu'il fallait avoir un espace, enfin une cour ou un espace dehors pour pouvoir le faire. Et d'après ce que vous dites, j'ai cru comprendre que le pied d'immeuble, ça veut dire sur le trottoir. Ah non. C'est pied d'immeuble, c'est dans la cour. Oui, effectivement, c'est pas sur la voie publique. Alors, quand même. Oui. Tout le monde n'a pas de cour. Non, je sais. Voilà. Merci. Oui, moi j'avais une petite question. Vous dites que rien n'est prévu pour les déchets verts. Alors moi j'ai pas de jardin, pas de balcon. Néanmoins, parfois j'ai un bouquet de fleurs ou une plante qui pourrit et je la mets avec parce que je me dis c'est composté de la même façon. Donc je voulais savoir si c'est une bonne idée. Ou non, il faut le mettre dans les déchets de votre poubelle verte. Ah ouais. Parce que ça se composte normalement les. Alors oui, mais pas sur. Enfin, c'est pas les mêmes règles de décomposition que les déchets alimentaires, et donc il faut pas l'apporter dans les bornes à proximité des marchés. D'accord, parce que moi je mélangeais tout et hop. Désolé, c'est pas une bonne solution. On avait Madame derrière et encore. Bonsoir. Donc, je voulais vous dire qu'on n'a pas besoin d'aller en Allemagne pour faire des déchets alimentaires récoltés par les villes. Boulogne-Billancourt a commencé le 1er janvier de cette année. Hein. Donc, voilà, il y a des communes qui se mettent à l'ordre du jour plus rapidement que Paris. C'est bien dommage. Je voulais savoir où est-ce qu'il y avait des trilibes. Nous, ça fait près de 2 ans hein, qu'on a... Oui, non, mais enfin, là, c'est dans tous les immeubles. Hein. Ah oui. Oui. Voilà, c'est une mise en place qui est très, très précise. Donc, j'habite à Billancourt et c'est pas le cas, je peux vous l'assurer. Ah, moi, j'y suis tous les week-ends et c'est le cas. Donc, on n'est pas dans le même quartier. Bon, c'est pas grave. Je voulais savoir où il y avait des trilibes dans le 15e arrondissement et également où est-ce que je pouvais trouver un compostage de quartier dans cette portion du 15e arrondissement. Merci. Alors, la carte est peut-être un peu petite. Elle existe en ligne, non ? Elle est sur le site de la mairie du 15e. Alors, attendez. Le trilib le plus proche... Ça va être celui qui est juste à côté du Monoprix. Vaugirard Convention. C'est rue de l'Ormel, peut-être ? Rue Blomet, voilà, c'est rue Blomet, je crois. Mais effectivement, il n'y en a pas. Là, par exemple, oui, c'est rue Blomet, là. Il se trouve au dos du Monoprix, du côté de la rue Blomet. Il déborde. Il n'a pas été... Moi, quand je passe, je ne l'ai pas constaté, mais vous le constatez peut-être plus que moi. Est-ce que... alors, vous me dites qu'il déborde, mais je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il est loin d'être plein.
Donc, ce qui est possible, c'est qu'il y ait des gens qui posent à côté même. Mais je peux vous assurer qu'ils ne débordent pas, parce que s'ils débordent, une nouvelle fois, comme je vous l'ai indiqué, il y a une sonde. Donc nous, ça nous fait une alerte immédiatement. Et ce Trilib-là, ce n'est pas celui qui est le plus plein de l'arrondissement. Loin de là. Oui, juste un commentaire là-dessus, c'est comme le monde attire le monde, la poubelle attire la poubelle, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépôts sauvages du coup autour des Trilib, et de manière très régulière. Sans doute ça. Et même globalement, quand les poubelles sont sorties, elles sont sorties très tôt dans le quartier, vers 16h30, 17h, et après ça devient une décharge parce que les gens posent leur sac poubelle comme ça, pareil à côté des poubelles. C'est la même chose des corbeilles, oui, vous avez raison. Ouais, alors, ce que je voulais indiquer, c'est que je vais faire la publicité pour une application de la ville de Paris qui s'appelle Dans ma rue, une application gratuite qui vous permet de signaler tout dysfonctionnement sur la voie publique. Et vous avez un item qui s'appelle Trilib, Trilib débordant ou Trilib graffité, etc. Et nos prestataires ont l'obligation de réagir dans les 3 heures. Et je peux vous assurer que j'ai très peu de signalements de ce type et que quand c'est le cas, il y a une activité immédiate. Après, vous avez raison, le déchet attire le déchet, c'est factuel et c'est prouvé. Voilà, malheureusement. Alors, il y a plusieurs questions dans la salle et ensuite, on va prendre encore une ou deux questions dans la salle et je vous donne la parole ensuite. Madame. Bonsoir. Moi, je voulais parler du problème des vides ordures. Dans quel sens ? Qui me semble un frein à cette action. C'est interdit, mais dans mon immeuble, par exemple, il y a des personnes âgées qui ont demandé à ce que ça continue et voilà, ça continue. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Dans le sens où vous souhaiteriez que ça soit réinstallé, c'est ça, si je comprends bien ? Il faudrait qu'il n'y ait plus de vides ordures dans les... Ah non, qu'il n'y en ait plus, ok. Voilà, il me semble que le mien a été condamné il y a 40 ans, donc... Je ne connais pas la législation sur ces questions. Je ne sais pas. Moi non plus. J'avais l'impression que c'était de plus en plus supprimé, en tout cas, et que c'était plus trop autorisé. Mais peut-être que je dis une bêtise. Apparemment non. Je ne suis pas un spécialiste du droit de l'urbanisme, mais effectivement, de toute façon, c'est pas hygiénique et effectivement, c'est un frein au développement du tri des déchets alimentaires. Vous avez raison, madame. Et après, c'est aussi une démarche des copropriétés, dans ce cas-là, dans le secteur privé, de pouvoir trouver une alternative en termes de gestion des déchets, si jamais c'est le cas, pour les vieux bâtiments notamment, où les vides ordures continuent d'exister. Là, ça dépasse un peu nos moyens d'action directs, mais c'est vrai qu'on peut peut-être... Là, c'est dans des bâtiments récents ? Oui, normalement. Oui, c'est ça, mais c'est ce que j'avais en tête. Alors. Oui, s'il vous plaît, juste pour ajouter un mot. Sur les vides ordures, en fait, le problème des bailleurs ou des copropriétés, c'est que ça induit des modifications dans l'attribution en fait, des parties, des communs. Et le seul recours qu'ils ont en fait, pour pouvoir imposer la fermeture, la condamnation des vides ordures, qui se fait actuellement pas pour des questions de tri, mais tout simplement parce que c'est une autoroute à cafards, tout le monde le sait, les vides ordures. Ouais. La seule façon, en fait, c'est d'opposer la mise en danger des personnels techniques qui interviennent sur les poubelles, hein, les gardiens, etc., notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent d'y vider des bouteilles. Voilà. Et donc, vous avez des éclats de verre en bas qui peuvent effectivement blesser les gens. Donc, c'est là-dessus, en fait, qu'en général, les copros arrivent à faire condamner les vides ordures. Sinon, là-bas, je voulais intervenir juste sur l'application Dans ma rue, pour ceux qui ne la connaissent pas. Moi, je peux vous en parler comme utilisateur régulier. Ce qui donne confiance, c'est qu'on reçoit, après les signalements, un accusé d'action avec une photo du lieu, effectivement, de l'action qui a été faite. Alors ça, je dis chapeau, moi, Dans ma rue, c'est un service formidable parce que ça donne confiance. Lorsqu'on reçoit comme ça, effectivement, le résultat, on se dit, j'ai bien fait de signaler et je continuerai.
C'est d'autant plus important que c'est vrai que souvent on peut avoir l'impression, notamment avec les points où les déchets s'accumulent parce que justement il y a une poubelle et que les gens vont avoir des comportements complètement inadéquats, d'aller continuer à déposer malgré tout. On peut avoir l'impression que rien n'a été fait, alors que les services de la mairie sont intervenus et qu'on a simplement encore des déchets qui sont revenus derrière. Donc c'est important d'avoir ce feedback, en effet, et c'est bien que ça puisse être fait. Alors, il y avait Madame du conseil de quartier qui voulait intervenir, et après je redonne la parole au oui, est-ce que vous pourriez préciser le pourcentage dans les poubelles donc, non recyclables actuellement des déchets alimentaires? Parce que là, vous dites, on met quelque chose, on met des bornes, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à ce moment-là à faire une inversion? C'est-à-dire qu'il y a un ramassage extrêmement régulier, journalier des déchets alimentaires, et que ce qui reste, qui est donc non recyclable dans le verre, ou enfin dans les boîtes pour les bouteilles en verre, ou dans les poubelles jaunes, qu'est-ce qui reste exactement en termes, et donc qui ne nécessiterait probablement pas, dans ce cas-là, un ramassage quotidien? Alors, notre évaluation, c'est qu'il y a 2/3 des déchets qui sont dans les poubelles vertes qui pourraient ne pas y être. C'est-à-dire qu'ils pourraient aller dans les déchets alimentaires ou dans la poubelle jaune. Effectivement, il y a des collectivités qui ont fait ce choix. À Paris, on en est encore loin. Mais peut-être qu'il faudrait effectivement faire un renversement de la logique. On n'en est pas encore là. Voilà. Sachant qu'il y a une particularité forte à Paris, c'est la densité des commerces de bouche. Et quand je parle de commerce de bouche, j'inclus les restaurants. Sachant que la ville de Paris met à disposition gratuitement un certain volume de ces commerces de bouche la collecte leur collecte d'ordures ménagères. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ces commerces soient prêts à ce basculement. Voilà. Alors, on va prendre cette question et après on va passer au sujet suivant parce que la retourne, mine de rien. Oui, j'ai 2 petites questions concernant. Vous nous avez montré une photo des Trilib qui sont composés actuellement de 4 unités, dont une est une unité de stockage, et c'est celle-ci, si j'ai bien compris, qui va être remplacée par un Trilib déchets alimentaires. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans le stockage de qu'est-ce qui va devenir, où est-ce qu'il va être mis? Ça, c'est ma première question. Ouais. Et la deuxième question, c'est donc la mairie de Paris fait un gros effort pour mettre en place la collecte de déchets alimentaires. Mais ces déchets alimentaires, comment sont-ils transformés et quel est l'apport et le gain en fait? Parce que vous nous parlez d'être civique. On est tous d'accord pour être civique, mais quid de ce que ça devient? Merci. Alors, voilà, vous avez le module de stockage là, qui est à droite en haut. Celui-ci, actuellement, c'est un module qui nous sert normalement à nous. C'est pour les éboueurs qui balayent les rues. Ils ont un petit chariot, peut-être que vous l'avez constaté, dans lequel tout ce qu'ils ramassent, ils le mettent dans le chariot. Et une fois qu'ils ont rempli leur sac, soit ils les mettent au pied des corbeilles, puisque les corbeilles sont collectées 1 à 2 fois par jour, ou soit ils les mettent dans ces modules. Voilà. Donc c'est ce module-là qui va être supprimé et remplacé par un module spécifique sur les déchets alimentaires. Alors ensuite, sur les déchets alimentaires, comme je l'ai peut-être précisé un peu rapidement tout à l'heure, ils vont ils vont être transformés soit par méthanisation pour fournir du biogaz, donc de l'énergie, qui est généralement utilisée par ce qu'on appelle le CPCU, c'est-à-dire le chauffage urbain, ou soit pour du compostage. Ce que je tiens à préciser, parce que parfois j'ai eu des questions sur le sujet, parce que effectivement, vous avez peut-être pu voir que dans les bornes d'apport volontaire sur les marchés, il y a des gens qui mettent n'importe quoi dedans. Moi, j'ai déjà vu des bouteilles, c'est que on les filtre,
ces déchets. On est obligé de faire un tri dans le tri que font les gens, parce qu'il y a des gens qui sont très sérieux, qui le font très, très bien, mais d'autres qui font un peu n'importe quoi. En fait, on fait une sorte de... Ils appellent ça une soupe, le SICTOM, donc l'organisme qui gère les déchets que la ville de Paris apporte, une soupe qui est ensuite soit utilisée pour faire du compost, soit pour la méthanisation. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fleureau, pour toutes ces explications. Nous allons pouvoir passer au point suivant pour ne pas vous prendre plus, pour pouvoir respecter nos horaires tout de même, c'est important. Alors, merci pour votre attention. Oui, et voilà, au revoir. merci beaucoup et on vous libère pour votre soirée. Le deuxième point qui avait été soulevé par le conseil de quartier, lors de la dernière réunion, les conseillers de quartier se sont posé la question des conditions d'accueil des étudiants dans le quartier, sur tous les plans, sur le plan du logement, sur le plan de la santé, sur le plan de l'alimentation. Qu'est-ce qui est fait pour favoriser finalement la vie au quotidien des étudiants, puisque ce sont souvent des personnes qui ont moins de moyens ou qui ont des moyens limités et qui ont besoin de pouvoir accéder à un certain nombre de services parce que, mine de rien, ils s'investissent et la ville et la société investissent dans leurs études. Et nous n'avons malheureusement pas Madame Inès de Ragnel qui est en charge de l'enseignement secondaire et supérieur. Elle s'en excuse parce qu'elle n'a pas pu être avec nous ce soir, mais nous avons avec nous Henri Josefovitch qui a toutes les informations et qui pourra autant que possible répondre à vos questions puisqu'il participe notamment au suivi des questions de précarité et a suivi les échanges avec Madame de Ragnel pour les questions liées aux étudiants. Alors, le temps qu'il s'installe, on va avoir quelques petites secondes. Ça doit être en bas. Voilà. Ici. À côté. Voilà. Parfait. Voilà, la magie des... Tiens, alors... bonsoir à tous. Donc, je suis Henri Josefovitch, je suis conseiller délégué d'arrondissement dans le 15e. Je m'occupe de la précarité, des affaires juridiques et administratives. Et également, depuis l'année dernière, depuis le mois de septembre, par délégation du maire, je m'occupe aussi de l'enseignement supérieur. C'est un sujet que je traite dans ma délégation avec la mairie, avec le maire, M. Philippe Goujon, avec Inès de Ragnel, qui est ma collègue, qui siège au Conseil de Paris, et également avec mes autres collègues, parce que c'est un sujet mitoyen, transversal, polyvalent, parce que finalement, j'ai envie de dire, la vie étudiante, ça traite de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'aspects connexes, d'aspects liés, des questions administratives, évidemment des questions sanitaires, sociales. Ça renvoie en fait à beaucoup de choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la vie étudiante dans le 15e ? Je vais vous faire tout simplement, je vais vous donner un ordre de grandeur, une estimation. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes passés en 10 ans de 14 000 à 35 000 étudiants. Pour vous donner justement un ordre de grandeur, le 15e, dans Paris, dans Paris, c'est le deuxième arrondissement à avoir une forte communauté étudiante, après la communauté, si je puis dire, historique du quartier latin, sise dans le 5e arrondissement. Donc nous sommes aussi un arrondissement étudiant. Ça témoigne donc c'est une forte communauté. Ça a aussi des impacts un peu sur l'attractivité du 15e arrondissement, des questions, par exemple, en tant que pôle économique, parce que c'est forcément un vivier de métiers, pas à travers les formations, à travers les études. C'est peut-être aussi un vivier de consommation, puisqu'effectivement, il y a des commerces, des restaurants. Enfin, il y a beaucoup d'interactions dues à cette présence. Voilà pourquoi nous sommes vraiment saisis par ces questions. Nous essayons à la mairie, nous sommes en relation avec tous les acteurs, privés, publics. Nous essayons aussi de mettre en relation avec d'autres structures. Il n'y a pas seulement la question universitaire
par exemple, je ne sais pas, avec les questions de santé. Il y a d'autres opérateurs. Vous savez, la vie administrative étant aussi complexe, il faut essayer de faire en sorte que les acteurs s'accordent. Alors, je vais vous parler des différentes spécificités du 15e. Alors, peut-être je vais vous parler donc des établissements d'enseignement supérieur du 15e arrondissement. Alors, peut-être, je vais d'abord vous rappeler une chose. Je ne sais pas si vous connaissez tous forcément la rue de Vaugirard, mais nous avons par exemple une annexe de l'université Paris 2 Assas, donc un premier cycle notamment de droit qui est au 391 rue de Vaugirard. Donc il y a déjà un premier pied, par exemple pour les étudiants qui débutent leurs études, eh bien les premières années siègent sont dans le 15e arrondissement. C'est par exemple le cas pour Paris 2 Assas. Alors, je vais vous parler aussi des nouveaux établissements. Vous savez que depuis 5 ans, nous avons constaté donc le développement de nouveaux établissements. Par exemple, pour l'université Paris-Cité, ancienne université Paris-Descartes, en 2019, nous avions inauguré donc 2 unités de formation et de recherche, 2 UFR, une pour le sport, c'est l'UFR STAPS qui est donc 1 rue La Crételle, c'est le site La Crételle, donc il y a un développement de cette formation pour ceux qui veulent s'initier, qui veulent s'engager dans les métiers du sport. Et il y a aussi une UFR de médecine, mais qui est 160 rue de Vaugirard, donc un peu dans le quartier d'à côté, mais on a le développement de la part de Paris-Cité de ces 2 unités de formation et de recherche. Nous avons également une école de management et de commerce qui s'appelle donc l'IPAG, qui est donc dans le quartier d'à côté, qui est l'Institut de préparation à l'administration et à la gestion. C'est donc un nouvel établissement qui s'est aussi installé donc depuis 2021, janvier 2021. Voilà, le 15e est un arrondissement qui est aussi demandé. Il y a des écoles qui cherchent des locaux, qui aimeraient bien s'implanter, qui essayent de se développer, qui peut-être aussi aimeraient avoir des locaux plus grands. Mais ce qui est très positif, c'est de constater qu'il y a quand même un attrait pour le 15e arrondissement. Nous avons un autre établissement qui s'est installé, qui s'appelle l'école, voilà, ça ne s'invente pas, et qui est un établissement dédié à l'événementiel, qui est installé dans ce qu'on appelle, pardonnez-moi cet anglicisme, la French Event Booster, qui est en place de la porte de Versailles, et c'est dans notre quartier. Voilà, ça on a l'honneur d'avoir cette école. Il y a aussi l'école, le CV Paris, Creative Schools and Community, qui a installé donc son campus dédié à l'animation et au game, au jeu, qui est rue Péclé, donc dans des locaux d'un ancien établissement. Et c'est un établissement qui s'occupe du design, de l'animation, du digital. Voilà, c'est des secteurs numériques qui se développent. Voilà, ça prend beaucoup d'importance dans la vie quotidienne, et c'est juste à côté. Nous avons également une école supérieure d'aide vétérinaire qui s'est installée et qui a installé également son nouveau campus rue Saint-Charles, et qui s'occupe évidemment de tout ce qui est soins animaliers, puisque c'est aussi quelque chose qui se développe. Vous voyez, il y a aussi les soins, l'attention aux animaux, ça fait partie aussi c'est aussi une thématique de société. Vous savez que le 15e est aussi très vigilant sur cette question. Alors, le 15e, c'est donc beaucoup s'investit. Nous sommes en relation avec ces établissements. Par exemple, nous avions été sollicités par une école nationale des arts appliqués et des métiers d'art, ce qu'on appelle l'ENSAMA. Nous siégeons à son conseil d'administration. C'est un établissement public, et il nous a sollicité pour la mise en place d'un campus des métiers et des qualifications d'art et du design. Voilà, donc tous les métiers d'art, le design, ça se développe, et ça se développe également chez nous. Alors, je vais vous dire que fait aussi la mairie du 15e. Nous avions encore fait, donc il y a quelques années, et nous continuons à le faire. C'est par exemple un déjeuner des directeurs et présidents des établissements d'enseignement supérieur et des universités qui sont dans l'arrondissement. Nous organisons donc cette rencontre, et on va peut-être l'élargir au Crous, puisqu'aujourd'hui nous avons par exemple rencontré avec le maire et son cabinet des représentants du Crous. Vous savez, c'est toute la structure universitaire qui gère les œuvres sociales, qui gère les logements, mais on essaye de faire en sorte qu'ils se coordonnent. Ça, c'est vraiment un
sujet très important parce que parfois, vous savez, comme je vous l'avais dit, les administrations, les services administratifs fonctionnent un peu en silo, c'est très séparé, c'est pas toujours évident qu'ils se parlent. Même ça, il faut essayer de faire quelque chose pour le bien commun. Alors, effectivement, nous avons tous ces établissements, nous en sommes fiers. D'autant plus que effectivement depuis en 10 ans ça s'est développé, surtout peut-être à partir de 2015. Voilà, le 15e est un arrondissement demandé. Évidemment, c'est pas forcément évident d'avoir des locaux de grande taille. Voilà, on essaye de faire en sorte, parce qu'on a un peu de foncier, un tout petit peu, par exemple à côté de Georges Brassens, à côté de la petite ceinture. Voilà, des lieux qui pourraient accueillir du logement, des établissements. Voilà, on essaye de proposer. Alors, justement, je vais vous parler donc de la question du logement. Les résidences étudiantes se sont développées, donc on a au total 1200 logements étudiants. Alors vous me direz, c'est peut-être pas beaucoup. Voilà, vous savez, il y a beaucoup de bâtiments, donc c'est pas forcément évident d'installer des logements à destination des étudiantes. Donc nous avons 17 résidences étudiantes. On envisage une livraison prochaine de 7 nouvelles résidences étudiantes, soit 950 logements supplémentaires. Réflexion, je crois, au 170 rue de Vaugirard. Probablement, c'est en cours de discussion. Voilà, on aura certainement d'autres logements qui vont se développer. Voilà, il faut étudier le terrain, faut voir par rapport au PLU, au plan local, d'urbanisme, pour voir est-ce que ce sont des endroits idoines, adaptés. Alors, dans votre conseil de quartier, dans votre quartier, vous avez 2 résidences. Vous avez 20 bis rue du Colonel Pierre Avia. C'est un peu plus, c'est vraiment dans le sud, c'est à côté des Frères Voisins, qui fait partie du quartier Vaugirard, parc des expositions. Et aussi, nous avons au 383 rue de Vaugirard, donc juste pas très loin de l'annexe d'Assas, de Paris 2, des logements du Crous. Donc ça, c'est chez nous. Voilà, si vous regardez, si vous êtes assez curieux par cette grande rue de Vaugirard, nous avons aussi des résidences étudiantes. Voilà, là aussi, vous savez, c'est aussi un secteur qui essaye de se développer, sachant que par définition, il y a beaucoup de demandes pour les logements étudiants. Alors évidemment, ce que nous a expliqué le Crous, les responsables du Crous, c'est que quand un étudiant, c'est sur dossier, on va par exemple savoir est-ce que l'étudiant est boursier, est-ce qu'il a une situation qui fait qu'il a besoin d'un appui locatif par rapport au fait qu'il soit boursier, donc indirectement par rapport aux revenus familiaux, pour voir est-ce qu'effectivement il est éligible. Voilà, donc c'est des choses qu'on essaye de développer. Alors, je vais vous parler d'un autre sujet qui s'appelle la santé. La santé aussi, c'est une problématique étudiante, c'est pas seulement au niveau national, et on essaye de trouver des solutions, des réponses locales. Récemment, il y a eu l'ouverture d'un centre de santé Saint-Charles, au 47 rue des Bergers, et on a reçu les responsables de ce centre justement il y a quelques jours. Donc vous voyez, on a beaucoup des informations assez neuves, qui sera donc rue Saint-Charles. Bon, c'est pas dans notre quartier, mais ce sera juste à côté, à la faculté des arts, et c'est un centre de santé universitaire qui sera composé de professionnels de santé, de 2 médecins généralistes, de 2 psychologues, d'une infirmière et d'une secrétaire médicale, qui sont tous des primo-installants. Et on essaye de faire en sorte que ce centre de santé Saint-Charles puisse, par exemple, avoir de bons rapports avec l'autorité régionale de santé, parce que nous avons aussi des demandes en ce sens pour que les acteurs, par exemple, de la santé et les acteurs de la santé universitaire puissent se coordonner. Voilà, exactement, secteur 1. Alors justement, pour le secteur 1, nous avons la création de maisons de santé, voilà, aussi, qui s'occupent aussi des étudiants, rue de Serre, Square Calmette, Pic de Barrette. C'est pas forcément chez nous, mais en tout cas, on a aussi développé, parce que ces structures s'occupent aussi des étudiants. Enfin, l'hôpital européen Georges Pompidou, qui a mis en place un service de centre
ambulatoire d'addictologie, donc la question des addictions, avec une consultation qui est dédiée aux jeunes consommateurs de 12 à 25 ans. Également, ça s'adresse aussi à leur entourage familial. Voilà, c'est quelque chose aussi qui se développe. C'est pas un sujet tabou, les addictions. Voilà, c'est malheureusement ça prend aussi, ça se développe dans la société, ça se développe un peu chez tout le monde, hein, pas forcément que chez les jeunes. Voilà, nous avons donc différentes actions de prévention, par exemple pour le dépistage du cancer colorectal, du cancer du col de l'utérus. Ça, on les a fait à la mairie du 15e et ça s'adresse évidemment aux jeunes, aux étudiants. Donc voilà, c'est aussi des dispositifs de santé auxquels la mairie, le 15e, est aussi impliquée. Alors, je vais vous parler donc voilà, vous avez quelques... voilà, pour la santé. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à regarder cette carte. Voilà, vous avez les différentes structures de santé qui peuvent s'intéresser de la santé mentale, voilà, qui peuvent s'intéresser justement aux étudiants. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Voilà. Cette carte, je crois qu'elle est en ligne, si je ne vous dis pas de bêtises. Hein, voilà, dans les... Peut-être voilà, sur tous les dispositifs, je crois que ça doit être sur le site de la mairie du 15e arrondissement. Voilà, c'est vraiment à titre informatif, c'est quelque chose d'important. Voilà, on a des différentes structures de santé. Comme je vous l'ai dit, on essaye de faire en sorte qu'elles se coordonnent, qu'elles se parlent. Voilà, par exemple, les structures qui sont de la santé mais qui ne sont pas spécialisées dans les questions de vie étudiante, voilà, on aimerait bien que tous ces dispositifs puissent se rapprocher. Enfin, je voudrais vous parler donc d'un autre sujet, d'un sujet très important que j'avais déjà vu dans mon autre délégation, qui est la question de l'alimentation. Alors là aussi, nous essayons, la mairie du 15e avait lancé en décembre 2020 une campagne d'aide alimentaire au profit d'habitants du 15e qui étaient fragilisés donc, par la crise sanitaire. Ça pouvait être évidemment des mères isolées, des bénéficiaires du RSA, mais aussi évidemment des étudiants. 2 fois par semaine, et maintenant, c'est organisé par l'Union des institutions sociales du 15e arrondissement, en liaison avec la mairie, au 143 boulevard Lefebvre. Donc il y a 2 distributions alimentaires qui peuvent intéresser les jeunes étudiants, enfin les étudiants qui peuvent avoir des difficultés, d'autant plus qu'ils doivent juste présenter leur carte d'étudiant. Alors c'est vrai, les étudiants ont parfois, peut-être, il y a une difficulté à vouloir se déplacer, parce que c'est quand même l'aveu d'une difficulté. Je sais aussi, donc c'est organisé 2 fois par semaine, mais sur ce plan, par exemple, cette distribution alimentaire, ils n'ont pas besoin de passer par un travailleur social. Il y a d'autres structures dans le 15e, par exemple la Croix-Rouge, qui a une épicerie solidaire rue Amiral Roussin, 71, je crois, qui est dans l'autre quartier. Eh bien, ils avaient constaté, par exemple, un phénomène depuis le Covid, c'est qu'il y a une augmentation d'un public étudiant auprès de ces structures. Je crois augmentation de 5%. Ils étaient passés de 19 à 40 étudiants entre décembre 2019 et juin 2020. Ça, c'est ce qui m'avait été dit. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, voilà, plus d'étudiants. Parfois, ça peut être des étudiants étrangers. Et on a aussi, pourquoi il faut parler de l'alimentation, c'est pas seulement parce pour des questions de nourriture, mais aussi peut-être, il y a aussi une question du lien social, parce que ça permet aussi de garder un pied un peu dans la société, dans la vie sociale. Et c'est aussi très important, éviter, et ça malheureusement c'est un problème qui existait avant, qui s'est révélé peut-être avec le Covid. Ça peut être par exemple, on peut traiter malheureusement on doit traiter des questions de solitude, d'isolement. Voilà, il y a des étudiants qui sont peut-être noyés dans leur perdu, qui ne sont pas forcément la question de la sociabilité. Essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas de public qui s'isole, parce que ça peut créer des problèmes. Voilà, la question de la santé mentale se pose. Voilà, c'est pas nouveau, attention, c'est pas nouveau, sauf qu'aujourd'hui on accepte d'en parler. Voilà, et on essaye, en tout cas à la mairie du 15e arrondissement, de répondre à ces problématiques, sachant que voilà, on n'a pas forcément le levier sur tous les acteurs, mais en tout cas on discute. On est tout le temps en discussion avec les différentes structures universitaires, avec les différents établissements. Voilà, on les rencontre à la mairie, on les rencontre sur place, on essaye de relayer leurs demandes. Mais en tout cas, vraiment, vous avez un bel arrondissement qui est aussi qui devient un beau site étudiant. Voilà, c'est avec plusieurs campus. Voilà, on essaye vraiment de faire en sorte que la vie étudiante s'y passe bien, parce que le 15e et votre quartier particulièrement reste quand même un beau quartier, un beau site. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. S'il y a des
Voilà. Alors je vais peut-être essayer d'y répondre, mais je vous garantis rien. Vous savez, je... Oui, je ne sais pas si vous avez mentionné l'ESRA dans votre liste. Au niveau des logements étudiants, est-ce que vous pourriez préciser, avec le nouveau plan bioclimatique, donc la modification autour de l'Aqua Boulevard, combien de logements étudiants vont être construits ? Alors, en effet, c'est dans le cadre de la rénovation du site de l'Aqua Boulevard, il y a tout un projet de construction de logements qui comprend du logement étudiant. Je n'ai plus le nombre de logements précis en tête et j'aimerais pas vous dire une grosse bêtise. Mais c'est vrai qu'on a cette nouvelle résidence universitaire qui va venir compléter l'existante. Je pense que je vous renverrai par mail au conseil de quartier le chiffre exact. Il a été donné lors de réunions publiques, il me semble. Après, le projet peut encore évoluer à la marge jusqu'à ce qu'il sorte de terre. Mais en tout cas, oui, en effet, on a cette idée de résidence étudiante à cet endroit-là qui est prévue. Juste en complément d'information, en tant que professionnel de santé, il y a 2 écoles de pédicure podologie, dont une Villa Torreton. Je ne sais pas si vous l'avez citée, je ne l'ai pas entendu. École d'Assas, qui est une réputation nationale, et les comme EFOM Boris Dolto, rue des Entrepreneurs, rue de Javel. Ça fait un parc, ils font pédicure, podologie, kiné et une 3e spécialité junior. Mais en tout cas, ils ont une forte réputation et je vous invite à y aller. Et notamment, ils ont une clinique de soins dans chaque établissement, oui, avec l'accessibilité aux soins de pédicurie et de semelles orthopédiques. Alors, je ne fais pas la promotion, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un ratio de l'ordre de 1 à 3 par rapport au coût. Voilà. Très bien. Ben voilà, nos quartiers ont du talent. Voilà. Et du talent aussi. Et peut-être pour redire un point sur les maisons de santé, parce que on a perdu la connexion. Non, j'ai plus de son. Je peux avoir le... 1, 2, 3. Attendez, on va essayer. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que celui-là fonctionne ? Oui, celui-là fonctionne. Oui, juste pour revenir sur les maisons de santé, parce que c'est pas un dispositif qui est nécessairement très connu et on a mentionné où est-ce qu'elles étaient situées. Ce qui est intéressant avec ces maisons de santé, c'est qu'elles accueillent notamment le soir et le week-end. Donc elles viennent vraiment compléter l'offre médicale et vous peuvent éviter d'avoir à aller aux urgences pour des petits bobos du quotidien qui, pour autant, nécessitent des soins rapide, mais pas forcément aussi significatif que ce qu'on peut recevoir à l'hôpital. Donc c'est vraiment un dispositif qu'il est intéressant de connaître parce qu'elles permettent de pouvoir se soigner hors des horaires où sont habituellement disponibles les médecins généralistes. Et c'est vraiment très très utile. Et on en ouvre de plus en plus, donc c'est important de l'avoir en tête. Si vous avez besoin, c'est très très pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles ou est-ce qu'on pourrait passer au dernier point ? Oui, alors. Je ne sais pas si ça va passer. Oui, alors, y compris poursuivre ce que disait Marion Parizet, sur les questions des maisons de santé, c'est effectivement, je dirais, une importance qu'accorde la mairie de Paris sur ces constructions parce qu'il y a un certain nombre de critères à respecter. Et là encore, un des critères, c'est de rester en secteur 1. Et je pense que c'est quand même un peu compliqué sur Paris de pouvoir se soigner, y compris dans certaines spécialités, en restant dans le secteur 1. Il y a aussi l'objectif de créer un centre municipal de santé dans le 15e arrondissement qui, là aussi, je pense, fait défaut. Et ça fait, je veux dire, aussi bien tous les groupes politiques du 15e, je veux dire, appuient pour qu'on puisse avoir cette réalisation. Je crois que quand la question s'était posée de savoir
comment et pourquoi on aborderait l'aspect étudiant, c'était aussi pour savoir comment on fait pour aller vers. Parce qu'on s'aperçoit quand même, et effectivement Henri l'a dit, les étudiants ont quand même un peu de mal à se soigner. Ils sont dans les études, ils sont souvent dans la précarité, c'est compliqué. Et donc du coup, on a tous ces outils qui existent, je veux dire, ils sont là. Et la question après, ce qui rejoint d'ailleurs la question de la jeunesse, d'une manière plus générale et plus globale. Et aller vers, ça veut dire les rencontrer, ça veut dire de pouvoir créer les conditions d'échange collectif, mais aussi, je veux dire, de pouvoir qu'ils soient bien conscients que ça, c'est à leur portée, ça existe, et puis et de pouvoir qu'ils se soient mieux, mais y compris sur le logement aussi. On avait dit que des choses existent dans le 15e arrondissement, notamment pour accompagner des personnes porteuses de handicap ou âgées. Et ça, voilà, ce sont vraiment des choses qui existent et restent maintenant à savoir comment on fait pour pouvoir aller vers ces étudiants, vers ces jeunes, pour qu'ils connaissent tout ça et qu'ils utilisent tous ces services qui peuvent être que pour leur bien, je pense. Ah, on a une question tout au fond. S'il vous plaît, juste... Oui, c'est bon. J'ai récupéré mon micro aussi au passage. Non, c'était simplement pour compléter, parce qu'on se demande comment faire pour que tous ces étudiants soient au courant de tout ce qui est un peu à leur portée. Est-ce qu'il y a une solution? Ce ne serait pas de mettre toutes ces informations dans les résidences elles-mêmes, là où ils logent, c'est-à-dire qu'on puisse à l'entrée leur montrer, faire un petit catalogue de tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Alors normalement, les universités sont censées aussi faire un travail de communication auprès des étudiants. Je ne sais pas, les établissements d'enseignement supérieur, l'université, voilà, il y a des affiches, il y a des appels, enfin voilà, des numéros, des sites, voilà, ça après c'est toujours le problème de l'information, c'est que bon, vous pouvez avoir sur les boîtes mail des étudiants, des campagnes de prévention, d'information, mais après c'est aussi aux étudiants d'utiliser ces instruments. Voilà, je savais que par exemple, j'ai comme un certain nombre d'entre vous, j'ai été aussi étudiant, donc j'ai fait des visites médicales, voilà, on nous posait des questions, mais après c'est comment les étudiants utilisent ces outils, parce que même le levier informationnel, il faut encore l'utiliser. Voilà, il y a aussi une forme peut-être d'organisation, voilà, essayer de faire des communications, mais ça dépend beaucoup aussi des établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont développées ces dernières années sur toutes ces questions. Voilà. On a fait le tour des questions sur la vie étudiante. Très bien. Merci beaucoup, Henri, pour ces éléments. Et nous allons pouvoir passer à notre troisième point de l'ordre du jour, la question des Jeux Olympiques, avec ma collègue Özlem Oraksi. Oraksi. Comment? J'entends des blagues à côté, j'entends pas toute la blague. Qui va donc vous reprendre quelques éléments concernant la façon dont le quartier de Vaugirard Parc des Expositions va être impacté par les JO, et vous savez qu'il va l'être de manière significative. Donc sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Dommage. Alors, bonsoir à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Özlem Oraksi et je suis adjointe au maire chargée des sports et des Jeux Olympiques 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques, pardon. Donc, pour vous parler rapidement des JO, donc Paris reçoit les Jeux Olympiques pour la 3e fois, dont la 2e fois en 1924 et... pardon. Non, c'est la 3e fois. La première fois, c'était en 1900. 1896 en Grèce, 2e fois 1900 à Paris. Voilà. La 2e fois pour Paris en 1924 et la 3e fois, ce sera en 2024. J'ai révisé mon sujet quand même. Donc, Alors, donc, à Paris, les Jeux se dérouleront... Je vais juste... Hop. Elle est où la flèche ?
Si tu appuies sur espace. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà. À Paris, les Jeux olympiques et paralympiques se dérouleront à partir du 26 juillet prochain jusqu'au 8 septembre. Donc on aura les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août. Puis, après une pause d'environ 15 jours, nous aurons les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Ces Jeux olympiques et paralympiques vont, en fait, donc nous allons avoir quand même 800 épreuves disputées dans Paris, environ 14 000 athlètes, et on s'attend à avoir 16 millions de visiteurs. C'est quand même un événement planétaire et donc un défi organisationnel, logistique et bien sûr sécuritaire aux impacts multiples. Alors, compte tenu des infrastructures existantes ainsi que la localisation de notre arrondissement, le 15e sera donc l'un des points centraux de ces Jeux, et dont on pourrait appeler un cluster olympique, pour reprendre les mots mêmes de Tony Estanguet, président du comité d'organisation et Jeux olympiques, à propos du 15e arrondissement, et que le maire du 15e a reçu à plusieurs reprises. Alors nous y reviendrons en détail par la suite quand on évoquera les périmètres de sécurité, mais plusieurs sites vont être directement concernés par des mesures de sécurité, notamment en commençant par le nord de l'arrondissement. La partie Champ de Mars dans le 7e sera transformée en un immense stade pouvant accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et dont les aménagements commenceront dès le mois de mars. Donc on est en plein dedans. Et au sud, pour ce qui nous concerne directement ce soir, le parc des expositions sera bien sûr un site majeur de compétition, en accueillant pas moins de 7 épreuves olympiques et paralympiques, puisque nous allons avoir à l'Arena Sud, au parc des expositions, le handball, le volleyball, l'haltérophilie, le tennis de table et l'équivalent des Jeux paralympiques pour ces disciplines sportives, sauf pour l'haltérophilie. Donc nous allons avoir la boccia pour le handball, le goalball pour le volleyball et le paratennis de table. Donc ce sont quand même 7 épreuves auxquelles il faudra aussi ajouter la traversée des marathoniens pour les derniers kilomètres de cette épreuve, reine des Jeux olympiques et paralympiques, le long des quais de Seine, donc le marathon pour tous qui aura lieu le 10 août. Et également, il faudra y ajouter les cyclistes qui emprunteront eux aussi plusieurs voies de l'arrondissement dans le cadre de l'épreuve de cyclisme sur route. En parallèle, sachez que de nombreux arrondissements dans Paris vont aussi organiser ce qu'on appelle des festivités de proximité. Et nous, le 15e arrondissement, en fait, nous sommes, disons, quasiment précurseurs dans ce domaine, puisque nous allons organiser pendant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques des festivités de proximité qui auront lieu donc à partir du 26 juillet sur le parvis de la mairie du 15e et également sur le square Chérieux qui est attenant à ce parvis. L'idée, c'est que nous savons très bien que, notamment pour des questions financières, ces Jeux ne seront pas accessibles à tous et nous souhaitons en fait avoir une déclinaison locale de ces Jeux dans notre arrondissement pour que vous puissiez venir regarder ces Jeux grâce à des projections sur le parvis, donc pendant toute la durée des Jeux, mais également avoir des animations et des démonstrations sportives, ainsi que des animations culturelles, et il y aura également des espaces d'alimentation. Donc, votre mairie sera assez animée et accessible cet été. Donc, parlons aussi de la flamme olympique. Donc, les flammes olympiques et paralympiques traverseront également le 15e, notamment pour la flamme olympique le 15 juillet et pour la flamme paralympique le 28 août. Ça nous permettra de mettre notamment en lumière le quartier des Périchots, qui, comme vous le savez certainement, a récemment été classé en quartier prioritaire de la ville, mais également l'hôpital Necker, l'Institut Pasteur, la mairie du 15e, le pont Birakem, avec de nombreuses animations toujours organisées le long de ces parcours. Alors la sécurité de ces sites est naturellement et bien évidemment une priorité, parce que tout cela passe par une bonne gestion des flux de personnes et une bonne gestion de la circulation. Et comme monsieur le maire Philippe Goujon l'a rappelé à plusieurs reprises, cela va donc avoir un impact sur la vie quotidienne des habitants et des commerçants, et nous souhaitons que cela puisse être réduit, que cela soit réduit au strict nécessaire. Et c'est ce que Philippe Goujon a d'ailleurs demandé. Il a précisément demandé la réduction des périmètres de sécurité sur un certain nombre de secteurs pour que en fait, les impacts soient limités au maximum pour tout ce qui est vie quotidienne.
Alors ça commence aussi, pour cela il faut nécessairement que toutes les informations soient communiquées clairement et suffisamment en amont pour que chacun puisse s'organiser en conséquence, et d'autre part que ceux qui le souhaitent puissent faire part de leurs interrogations, de leurs remarques et de leurs suggestions. Alors, c'est bien évidemment pour répondre à ce double objectif que le point JOP a été inscrit à l'ordre du jour de ce soir, en complément de la réunion publique qui avait déjà été organisée à la mairie du 15e le 5 février dernier, en présence du préfet de police et du préfet de zone de défense, donc organisée par monsieur le maire. Vous pouvez d'ailleurs consulter le replay de cette réunion en vidéo sur le site internet de la mairie du 15e, si cela vous intéresse de le revoir ou si vous n'aviez pas pu être présent. Et pour votre information, vu le succès de cette réunion et parce que le 5 février, c'était encore assez tôt, parce que nous demandons des informations, mais comme vous le savez, que ce soit au niveau de la ville, au niveau de la RATP, au niveau du préfet de police, il y a encore beaucoup de sujets qui sont en cours d'étude et donc pour lesquels nous n'avons pas d'informations définitives. Et nous, mairie du 15e, à la demande de monsieur le maire, à la suite du succès de cette réunion, nous organiserons une réunion qui s'adressera particulièrement aux commerçants, parce qu'ils ont des sujets qui les concernent particulièrement, le 22 avril, mais également une deuxième réunion publique qui aura également lieu à la mairie du 15e arrondissement et qui aura lieu certainement durant ou à la fin du mois de mai, où beaucoup de sujets, nous aurons des informations, nous l'espérons quand même définitives pour beaucoup de sujets, parce qu'on sera quand même à 2 mois des Jeux Olympiques. Alors, regardons maintenant en détail les périmètres de sécurité que je vous évoquais il y a quelques minutes rapidement. Donc là, vous avez une carte assez générale pour Paris, mais nous allons nous concentrer sur le 15e arrondissement pour la partie Arena Sud, donc par tes expositions. Alors, malheureusement, une fois projeté, j'ai l'impression que c'est assez petit, mais ah oui, il y a un petit zoom ici, comme vous le voyez. Pour chaque site, alors sachez que toutes ces cartes sont disponibles sur Internet. Vous pouvez les consulter non seulement sur le site Internet du préfet de police. Si vous recherchez, je vous montrerai la liste des liens tout à l'heure, mais sur le site Internet de la préfecture de police, quand vous allez directement sur préfecturedepolice.intérieur.gouv.fr, vous avez accès à ces cartes, mais également en allant directement sur le site Internet de la mairie du 15e. Et pour toutes les mises à jour, vous pouvez également, bien sûr, vous abonner à la newsletter de la mairie du 15e et vous recevrez de façon hebdomadaire toutes les nouvelles informations. C'est aussi sur le site de la mairie de Paris. Oui, mais en fait, j'ai une liste plus générale à la fin. Ensuite, je prendrai les questions à la fin. Alors, si on regarde en détail ces périmètres, donc vous réalisez que vous avez quand même 4 couleurs. Vous avez les zones grises, vous avez une ligne noire autour des zones grises, une zone rouge et une zone bleue. Alors, les périmètres gris, ce sont les périmètres qu'on appelle les périmètres organisateurs, qui sont mis en place aux abords immédiats des sites olympiques et paralympiques. Donc, par exemple, à Paris, Concorde, Trocadéro, et nous, autour du parc des expositions, autour de l'Arena Sud. Ce sont des périmètres qui sont gérés directement par les organisateurs donc, des Jeux Olympiques. Ce sont des périmètres de sécurité qui sont activés dès la construction du site et jusqu'à son démontage. Donc, ce sera actif un peu avant le début des JO. Et ils sont volontairement très contenus puisque resserrés au plus près des sites pour limiter les incidences sur les riverains. Alors, dans ces zones grises, l'accès à ces espaces est strictement réglementé. Donc, seules les personnes et les véhicules motorisés dûment autorisés et accrédités par l'organisateur, donc Paris 2024, ou donc les spectateurs en possession de billets lors des épreuves pourront y accéder. Et ensuite, autour du périmètre organisateur, c'est là où vous avez les 3 périmètres qu'on appelle les périmètres État, qui sont mis en œuvre par les services de la préfecture de police. Donc c'est là où vous avez ce qu'on appelle les périmètres noirs, qui sont des périmètres de protection, donc SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Et ce sont des périmètres en fait, qui sont habituellement mis en œuvre lors de tous les grands événements. Donc ici, seuls les spectateurs munis de billets et les personnes ayant été accréditées par Paris 2024, ainsi que les riverains ponctuellement concernés peuvent y accéder.
Et ces périmètres noirs englobent donc quasi systématiquement les périmètres organisateurs, donc les périmètres gris, puisqu'en fait, ils délimitent les zones de compétition. Alors, pour accéder à ces périmètres noirs, donc puis gris, bien sûr, il y aura des mesures de palpation et des fouilles de sacs et bagages qui seront prévues. Donc, il y aura les forces de l'ordre qui seront bien sûr sur place. Alors ensuite, vous avez les périmètres rouges, qui sont donc les périmètres qui ne sont pas attenants aux zones de compétition et qui intéressent donc particulièrement les habitants. Sachez que ces périmètres, donc, ce sont des zones très très réglementées, voire avec interdiction de passage. Ils ont un double objectif. Alors, d'une part, réduire le risque lié à l'utilisation de véhicules non autorisés, et d'autre part, garantir la sécurité des flux du public qui accèdent ou qui quittent le site, ainsi que réglementer en fait la circulation des riverains. Donc c'est là où ça vous intéresse particulièrement. Alors, dans ces périmètres rouges, la circulation motorisée, elle sera interdite, sauf dérogation spécifique. Et il y a un tableau des personnes autorisées à accéder à titre dérogatoire sur ces zones rouges, qui est en ligne, en fait, et qui est suffisamment détaillé. Donc, comme mon homologue l'indiquait, vous pouvez le retrouver toujours sur le site de la préfecture de police, mais également sur le site de la ville de Paris. Alors, les personnes qui seront autorisées à accéder à ces sites, donc la liste des personnes, ça comprend également les riverains. Et pour obtenir l'autorisation d'accéder à ces sites, cela nécessite en fait une inscription sur une plateforme numérique qui est dédiée à cela et qui permettra de se procurer en fait un laissez-passer dématérialisé, donc un pass numérique. Et cette plateforme, elle sera bientôt activée puisqu'on attend son activation au cours du printemps 2024. Sachez que pour toutes les personnes qui auront des difficultés à obtenir ce pass numérique, donc à aller l'obtenir sur Internet, les mairies d'arrondissement en fait, mettront en place un dispositif pour les aider à accomplir les démarches. Alors, les modalités pratiques de ce dispositif sont encore en cours d'étude, mais voilà, vous pourrez toujours vous adresser à vos mairies d'arrondissement pour être aidé pour obtenir ce pass. Donc là, c'est pour tout ce qui est véhicule motorisé. En revanche, sachez que la circulation reste libre pour tout ce qui n'est pas motorisé, donc les véhicules non motorisés, notamment si vous êtes piéton ou cycliste, etc. Oui, c'est quand même le point important à retenir. Ces zones ne s'appliquent pas aux piétons et ne s'appliquent pas aux cyclistes. C'est ça. C'est vraiment uniquement pour les voitures, pour les motos, pour tout ce qui est motorisé. Donc normalement, à moins que, ça s'appliquera pour vous, notamment pour accéder à vos parkings, éventuellement si vous êtes dans une de ces zones. Par contre, si vous rentrez à pied chez vous ou que vous allez faire une emplette à pied, ça n'a pas de conséquences. Et j'aimerais, avant de passer à la zone bleue, j'aimerais apporter une autre précision, c'est pour tout ce qui est transport en commun, par exemple métro, mais également bus, etc. Sachez qu'il a été indiqué par la ville de Paris que les transports continueront à fonctionner normalement. Ils seront accessibles pendant toute la durée des Jeux, même dans les zones rouges. Les seuls moments où leur circulation pourra être déviée, c'est bien évidemment pendant le passage du marathon ou pendant le passage des cyclistes, où potentiellement des déviations pourront être prévues. Mais vous pourrez continuer à utiliser les transports en commun de façon habituelle. J'ai entendu parler de parking, je vais y répondre tout de suite. Si vous disposez, par exemple, si vous avez un véhicule motorisé, et que vous disposez d'un parking. Vous pouvez bien évidemment, et que votre parking est dans une zone rouge parce que votre immeuble est dans une zone rouge à proximité du site de compétition. Vous pouvez bien évidemment accéder à votre parking puisqu'en fait, vous disposerez de votre passe numérique qui vous permettra de passer les contrôles qui seront mis en place et vous pouvez tout à fait accéder à votre parking. Pour passer au périmètre bleu, donc c'est le périmètre qui n'est pas à proximité immédiate des sites de compétition, mais qui néanmoins est donc dans le sud de Paris 15e. Les périmètres bleus, en fait, les zones que vous voyez en bleu, ce sont des périmètres de restriction de la circulation, mais toujours circulation routière motorisée, cette fois-ci de transit, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui va permettre la réduction et la déviation des véhicules motorisés
en amont des périmètres rouges. Donc l'accès à ce périmètre sera autorisé à tout conducteur qui sera en mesure de justifier son accès de façon légitime, par exemple livraison, dépannage, déménagement, accès à son domicile, au travail, à un commerce en particulier. Il y aura des contrôles qui seront réalisés à certains points de passage par les forces de l'ordre avec vérification du motif. Mais la différence avec la zone rouge, c'est que vous n'avez pas à fournir un laissez-passer ou un pass numérique pour accéder à la zone. Simplement, il y aura quand même les forces de l'ordre qui seront sur place et qui effectueront des contrôles pour assurer la sécurité de ces zones. Donc le justificatif pour accéder à la zone bleue, pour circuler dans la zone bleue, est tout à fait libre. Donc la circulation reste libre, sans contrôle, sans justificatif, de la même façon que pour la zone rouge, si vous êtes piéton, cycliste, si vous accédez en trottinette, etc. Toutes ces zones, sachez qu'ils seront activés autour des sites olympiques et paralympiques pendant toute la durée des Jeux. Et notamment tout ce qui est zone rouge seront activés 2h30 avant le début de la première épreuve chaque jour et seront levés 1 heure après la fin de la dernière épreuve. Alors, donc, pour que vous puissiez vous tenir informés, mais également continuer à vous tenir informés dans les jours et les semaines à venir, la ville de Paris et la préfecture de police ont en fait, tout d'abord, sachez, élaboré conjointement une foire aux questions pour répondre à toutes vos interrogations. Par exemple, quand je vous parle des modalités d'accès, si vous avez un parking ou si vous êtes résident, vous pouvez aussi avoir des questions du type j'ai mon médecin ou un soin médical à domicile, comment en fait ce personnel médical peut accéder dans cette zone, etc. Est-ce que je peux rentrer chez moi en taxi? Est-ce que je peux effectuer mon déménagement? Est-ce que je peux continuer à recevoir des livraisons, etc. Toutes ces questions, donc la ville de Paris, la mairie de Paris et la préfecture de police ont mis en place conjointement une foire aux questions. Voilà, vous pouvez la retrouver sur www.paris.fr, périmètre de sécurité pendant les Jeux de Paris 2024 et réponse à vos questions. Et cette foire aux questions, elle est mise à jour, elle est enrichie régulièrement avec les évolutions qui seront apportées dans le cadre de la consultation, parce qu'il y a encore des sujets qui restent à étudier, qui sont en cours d'étude, ou alors qui seront précisés à l'issue des concertations qui auront lieu avec les habitants, avec les mairies d'arrondissement, donc les élus locaux, les infrastructures, etc. Surtout courant ce mois, donc le mois de mars, des précisions supplémentaires. En fait, on s'attend à recevoir des précisions supplémentaires sur tout ce qui est cérémonie d'ouverture, parce que en fait, ce sera une journée importante. Et également, si vous êtes concerné, tout ce qui concerne de façon particulière en fait, les travaux immobiliers également. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la foire aux questions, mais également donc, le site internet de la préfecture de police, ainsi que, comme je le disais, sur le site internet de la mairie du 15e. Vous pouvez consulter le site internet de la mairie du 15e, mais également vous abonner à la newsletter pour continuer à avoir des informations régulièrement. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire une synthèse des informations dans les grandes lignes. Comme je vous disais, il y a eu une présentation spéciale du préfet de police le mois dernier, et nous organisons une nouvelle réunion prochainement où nous convierons un représentant, le préfet de police ou un représentant de la préfecture de police, mais également un représentant de la RATP, nous l'espérons, pour que vous puissiez avoir des informations de façon plus pointue sur tout ce qui est circulation dans votre arrondissement. On a une réaction. Pour compléter ce que vous dites, il y a un site qui Plus avait été évoqué le 5 février qui s'appelait anticiperlesjeux.gouv. Oui, plus proche. Et là, vous pouvez redire le titre. Et là, précisément, foire aux questions, vous avez une newsletter sur laquelle vous pouvez enregistrer votre mail, individualiser, personnaliser les demandes, et notamment sur la foire aux questions. Oui, tout à fait. Anticiper les jeux. C'est le nom .gouv.fr. Voilà. C'est un site qui est intéressant, et en effet, vous pouvez avoir une newsletter qui est adaptée à votre situation particulière, si vous êtes commerçant, si vous êtes habitant.
Oui, d'ailleurs, vous la retrouvez souvent dans les métros, sur les bus, c'est indiqué à pas mal d'endroits. Mais si vous l'avez loupé encore, n'hésitez pas à le consulter. La mairie compte mettre en place ce dispositif la veille, l'avant-veille, 3 jours, une semaine avant, pour une raison très simple. Il y a des festivités, vous n'êtes pas censé l'ignorer, fête de la musique, 14 juillet, etc. Donc est-ce qu'il va y avoir des restrictions quant au déroulement de ces festivités, possiblement fête de quartier? Donc est-ce qu'il y a quelque chose de qui peut freiner le Quand vous déroulement. parlez de festivités, parce que dans mon intervention, je parlais des festivités de proximité en lien avec les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est à ça que vous faites référence? Non, quelle festivité? Les festivités 14 juillet, fête de la musique 21 juin. Est-ce qu'il y a une anticipation des mesures de sécurité ou pour mieux appréhender l'arrivée en masse de... Alors, comme je vous l'indiquais, les dispositifs de sécurité qui sont présentés, ce sont des dispositifs qui seront déployés dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a bien évidemment certaines restrictions qui pourront être mises en place en amont en raison du montage, puis ensuite à la fin en raison du démontage des sites ou potentiellement du mobilier, de l'équipement qui pourrait être mis en place à proximité. Mais il n'y a pas de lien particulier avec que ce soit la fête du 14 juillet ou la fête de la musique. De la même manière, l'utilisation par exemple du parvis de la mairie et du square Adolphe Chériou ne débutera qu'une fois que les Jeux Olympiques auront démarré. La seule chose qu'il y aura en amont, c'est bien évidemment le passage de la flamme olympique le 15 juillet dans le 15e arrondissement, mais ça ne concernera que le moment du passage, le jour du passage dans votre arrondissement. Les seuls de souvenirs, les seuls quartiers qui seront potentiellement un peu impactés avant, c'est vraiment pour la cérémonie d'ouverture. Parce que là, il y a un risque sécuritaire qui est très important et donc il y aura des mesures de sécurité sur donc, les quais, principalement, qui seront mises en place dans les semaines précédentes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque pour ceux qui viendront assister en nombre à la cérémonie d'ouverture sur les quais. Donc on parle vraiment, pour le coup, des immeubles qui donnent sur les quais de Seine. Donc on est loin de ce quartier. Si je me trompe pas, hein, tu me corriges, Joslem, si jamais. Mais c'est les seuls où, pour le coup, le dispositif pourra, dans une certaine mesure, en tout cas sur certains aspects, être mis en place avant les échéances effectives, enfin avant le début des activités. C'est ça. Alors je ne parlais pas nécessairement de la cérémonie d'ouverture, puisqu'en fait elle ne passe pas par le parc des expos, mais sachez qu'effectivement c'est le seul moment où un dispositif de sécurité pourra être déployé à partir de quelques jours avant la cérémonie d'ouverture, donc quelques jours avant le 26 juillet. Mais alors à ce jour, les conditions d'accès à ce périmètre, et c'est ce que je disais à la fin de mon intervention, tout ce qui concerne particulièrement la cérémonie d'ouverture, ça reste encore à préciser. Donc c'est pour ça qu'on s'attend encore à avoir des informations courant le mois de mars. Et c'est pour ça que la prochaine réunion publique de mai sera bienvenue avec l'ensemble des intervenants, puisqu'à ce moment-là, nous nous attendons quand même à avoir des informations plus pointues. Est-ce qu'il y a des questions? On a 2, 3. Alors, est-ce qu'on peut faire passer n'importe dans un sens puis dans l'autre? Merci pour l'intervention, mais vous avez parlé des bus de la RATP. Qu'en est-il pour les Vélib, sachant que le principe des Vélib est bon, mais que le pourcentage de vélos qui ont besoin de réparation est important, que des fois on souhaiterait un vélo mais les stations sont complètement vides et quand on veut ramener un vélo, on tombe sur des stations pleines. Mais bon, ça, les stations vides et pleines, vous me direz, vous ne pourrez pas faire grand-chose, mais peut-être que les Jeux, c'est l'occasion de faire un bon coup de réparation sur tout ce parc, dont l'idée est bonne, mais l'état d'entretien est décourageant.
bonsoir. Je vais vous répondre. Pierre-André Coche, je suis délégué au transport, conseiller d'arrondissement. Nous avons rencontré récemment à la mairie avec Philippe Goujon un des opérateurs, donc pas Vélib mais Lime, qui loue, vous savez, des vélos. Tous les opérateurs sont au taquet pour, effectivement, ils savent que comme on ne peut accéder que dans ces zones que par vélo, qu'il va y avoir une très forte demande. Donc ils sont en train de mettre tout en place pour, d'une part, augmenter le parc de vélos, donc augmenter le nombre de vélos, s'assurer qu'il y ait les réparations, et ils vont même, en tout cas c'est le cas de Porte de Versailles, de mettre des personnes physiques qui seront là pour orienter les personnes et pour récupérer les vélos, pour les redistribuer le plus rapidement possible. Donc les opérateurs savent très bien que c'est un enjeu pour eux, parce que vous comprenez bien, Porte de Versailles, les gens vont prendre les vélos, vont les descendre Porte de Versailles, et là on est en train de travailler avec la voirie pour savoir où les vélos vont pouvoir se stationner. Parce que pour l'instant, c'est tout en haut de la côte. Vous voyez, enfin, quand vous êtes Porte de Versailles, il y a la côte qui monte. Pour l'instant, le parking est tout en haut de la côte. Donc, c'est ce qui est prévu pour le moment. Et on sait très bien que les gens, ils vont arriver, ils vont laisser le vélo en bas, ils ne vont pas le garer en haut. Donc, tout ça, c'est en train de s'organiser. Les opérateurs sont parfaitement au courant et ils vont faire le maximum pour avoir plus de vélos et que les vélos soient réparés très rapidement. Enfin, en tout cas, que les vélos soient tout opérationnels pour cette période. Et surtout, en tout cas pour les utilisateurs étrangers, parce qu'ils pensent qu'il va y avoir évidemment un afflux de touristes énorme, mais surtout beaucoup d'utilisation de vélos à cette occasion. Oui, je ne sais pas si, merci de cette présentation, je ne sais pas si vous pourrez répondre dès aujourd'hui ou un peu plus tard, mais on entend parler d'une augmentation des tarifs de bus, de la RATP. Est-ce que ça va être applicable aux Parisiens ou bien c'est uniquement pour ceux qui viennent? Merci. Oui, je peux également y répondre. Donc, alors effectivement, vous avez bien lu dans la presse, il y aura une augmentation des tarifs dans le métro, mais c'est uniquement pour les tarifs. Vous savez, si vous prenez un ticket, alors maintenant c'est plus des tickets, hein, vous savez, c'est des petites cartes où on peut créditer un certain nombre de tickets. Ce sera uniquement dans cette période-là où il y aura une augmentation. Si toutes les personnes, si vous avez déjà des tickets, que vous avez déjà une carte avec des tickets, il n'y aura pas d'augmentation de prix. Si vous avez le Pass Navigo, il n'y a aucune augmentation de prix, il n'y a rien du tout. C'est effectivement, il faut être clair, c'est principalement pour les touristes qui vont venir pendant les 10 jours, 15 jours, qui vont prendre une carte de la RATP, les petites cartes préchargées. Et là, oui, effectivement, ça va coûter plus cher que le prix normal au cours de l'année. Mais pour nous, Parisiens, qui avons déjà des cartes, soit Pass Navigo ou des cartes déjà préchargées, alors effectivement, si vous l'achetez, l'abonnement au mois... Voilà, si vous l'achetez si vous allez à la RATP le jour pendant les jeux qui sont ouverts, là effectivement vous risquez de payer. Il faut prévoir. Donc, mais en tout cas, si là au mois de juin vous chargez votre carte ou plusieurs cartes, ce sera le prix habituel. Hein. C'est vraiment uniquement pendant la période et pour les gens, principalement les gens qui vont venir de l'extérieur, qui vont prendre un pass pendant les quelques jours, quoi. Parce que ça implique aussi un effort de personnel de tous les transports qui est, enfin vous imaginez que c'est extrêmement conséquent. Donc effectivement, ça engendre des coûts supplémentaires et ils ont trouvé ce moyen-là pour essayer de récupérer un peu, amortir ces coûts-là. Voilà. Pour préciser, c'est la période sur laquelle les prix sont augmentés. Je la vérifie en même temps pour ne pas vous dire de bêtises. Ce que je vois, les tarifs augmentent donc pendant du 20 juillet au 8 septembre. Et donc ça impacte... Ça n'impacte pas les abonnements au mois, ça impacte vraiment les tickets individuels principalement. Voilà. En tout cas, vous avez les informations sur le site de la RATP, Île-de-France Mobilité, c'est disponible, c'est accessible avec tous les détails de ce qui est concerné par les augmentations, ce qui n'est pas concerné par les augmentations, pour que vous puissiez aussi anticiper. Si vous achetez des tickets avant le 20 juillet, vous pouvez les utiliser pendant la période, il n'y a pas du tout de difficulté là-dessus, et vous bénéficiez du prix normal des tickets sans subir l'impact de l'augmentation qui vise en effet les touristes. Et, vous prévoyez beaucoup de monde dans le 15e? Alors, il y a des chiffres qui étaient indiqués pour l'estimation de fréquentation. Oui, alors sur la première page, j'avais des estimations de fréquentation pour le site. Pour les JO et pour la partie Jeux paralympiques. Au parc des expositions, donc 83 000 pendant les JO et 38 000 pendant les Jeux paralympiques.
Ah oui, par jour. Madame Carrette, est-ce que vous pourriez lui passer un micro, s'il vous plaît? Ils ont mis des chiffres spécifiques pour le 15. Pour cette partie-là. Oui, bonjour là. C'est pour la porte de Versailles. Il y aura pas, le métro ne sera pas arrêté. Alors, comme je vous l'indiquais, Pierre-André, je laisserai mon homologue répondre, mais en principe, les transports en commun devraient continuer à fonctionner. Moi, c'est l'information que j'ai. Certaines stations de métro sont fermées. Et le parc des expositions et Porte de également. Versailles sera fermé. Mais on aura des bus, c'est Oui. ça? Oui. Ouais. Et mais le bus, par exemple, le 80, pour le salon de l'agriculture, il s'arrêtait à Duranton. Il n'allait pas à Porte de Versailles. Alors, je vais essayer d'être clair à l'heure actuelle. Donc, ce sera pas, ce que je vous dis maintenant, ce ne sera pas forcément la vérité au mois de juillet. Hein. Parce que les choses bougent, etc. Les périmètres bougent, et donc par conséquent, certaines stations qui sont prévues d'être fermées seront peut-être ouvertes. Et inversement, des stations qui sont prévues pour l'instant d'être ouvertes seront peut-être fermées. Donc il y aura quelques stations de métro qui seront fermées. Alors il y a Champs-Élysées-Clemenceau, il y a les Tuileries, il y a Concorde, et il y a Porte de Versailles, y compris le tramway. Voilà, parce qu'en fait, c'est à cause des périmètres de sécurité, il faut que les gens puissent passer le filtre de la sécurité, c'est-à-dire la fouille corporelle, examiner les billets, regarder les bagages. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des gens qui rentrent en quelque sorte par le sous-sol dans une zone sécurisée. Surtout donc, à Porte de Versailles, alors, il y a au moins 4 entrées pour le métro. Oui, alors oui, pour l'instant, la RATP doit se mettre d'accord, enfin pas se mettre d'accord, mais doit avoir les informations d'Île-de-France Mobilité et de la préfecture de police pour savoir précisément le parcours des piétons quel qui sera prévu. Parce que là, effectivement, ce que craint la RATP, et ce qu'elle a raison, c'est que certaines stations qui ne soient pas suffisamment dimensionnées pour accueillir un grand nombre de voyageurs. Donc c'est pour ça ils vont répartir les arrivées des voyageurs sur plusieurs stations. Et ça se fait en accord avec la préfecture de police. Et pour le moment, à l'heure à laquelle je vous parle, ce n'est pas encore totalement défini. Voilà. Pour les bus, c'est pareil, il y aura des impacts de circulation. Les bus ne pourront pas circuler partout en tout lieu. C'est pour ça qu'on privilégie la marche évidemment la marche à pied, le vélo, je sais. Et pour les personnes mais âgées. je sais que pour les personnes âgées, c'est quelque chose qui va être très compliqué. Mais effectivement, pour le métro, les impacts seront relativement limités. En revanche, pour les bus, vous avez vu tous les périmètres qui sont définis. Il y aura beaucoup de circulation de bus qui vont être impactés. Oui, parce que je vois le 80 avait été bloqué là, pendant le salon. Alors, et, c'est peut-être lié aussi Duranton, aux manifestations qu'il y avait avec les agriculteurs, les tracteurs. Non, mais il n'y avait pas de manifestation à ce moment-là, mais les gens étaient en 80, voulaient aller à la Porte de Versailles. À Duranton, moi je leur ai dit, RATP, rentre avec tes pieds. Oui, non, mais ça fait 30 ans, 40 ans que c'est leur logo. Mais les gens, ils ont rigolé. Alors, c'est principalement pendant. Alors, ce sera peut-être un petit peu avant. Mais parce qu'une autre information que Özlem ne vous a pas précisée, Porte de Versailles, donc il y a les épreuves, évidemment, il y a les épreuves olympiques, mais c'est également le centre logistique pour l'ensemble des JO. Donc, toutes les accréditations de tout le monde, quel que soit le périmètre, vont Porte de Versailles. La distribution de tous les uniformes, de tous les encadrants, c'est également Porte de Versailles. Donc, Porte de Versailles sera utilisé un peu avant les Jeux pour les accréditations, pour les uniformes, etc. Mais la fermeture du périmètre se fera au moment des Jeux, en tout cas pour les stations de métro. Jusqu'à l'ouverture des Jeux, les métros seront accessibles, sauf les périmètres gris, noirs, qui seront fermés un peu avant. Ça, pareil, on ne sait pas si c'est 48 heures, 3 jours, une semaine. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est la préfecture qui va décider. Oui. Et éviter entre la porte de la Plaine et la porte de Versailles que je dirais que les Vélib aillent à toute vitesse comme ils le font actuellement. Oui, alors justement, c'est ça la porte de la Plaine, c'est-à-dire que pour l'instant, les garages de vélos qui sont prévus vous arrivez porte de Versailles et le garage est prévu, enfin les parkings en haut, porte de la Plaine, c'est-à-dire en haut de la côte. Et donc d'où la nécessité d'avoir du personnel des opérateurs de Vélib, enfin des vélos, pour pouvoir les stocker proprement, quoi. Parce qu'en plus, il y a aussi un enjeu d'image, c'est-à-dire voir des vélos en vrac, porte de Versailles, au vu au sud du monde entier, c'est valorisant pour personne, hein, ni pour les organisateurs, ni pour la ville de Paris, ni pour le 15e, etc. On a une... oui.
On a une question. Question rapide pour le 50 km/h sur le périph', un faux ou un tox, on en est où en termes de décision? Alors là, j'avoue que... Voilà, Joker, parce que c'est un jeu qui se fait entre la ville de Paris, la préfecture de police, nous, le 15e, on y est... Enfin, voilà, c'est un jeu auquel on n'est pas invité et auquel on ne souhaite pas participer, quoi. C'est effectivement très rare, sauf si vous roulez à 3h, 4h du matin, où là, vous avez peut-être une opportunité d'atteindre les 70 km/h, mais voilà. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ce n'est pas encore défini. Ce n'est pas Alors, encore. Oui, en particulier celle de la porte de Versailles, qui a priori, pour le moment, risque d'être fermée, mais simplement la sortie porte de Versailles, simplement celle-là, avant et après, ça devrait être du moins aux dernières informations que nous avons eues. Mais la porte, oui, effectivement, la sortie porte de Versailles, c'est toujours le même problème, d'éviter que des véhicules rentrent dans un périmètre sécurisé. Voilà. Sauf, effectivement, ce qui a été rappelé tout à l'heure, sauf les véhicules avec dérogation, etc. Si vous habitez le quartier avec un parking, genre, enfin, voilà. Pardon ? Oui, mais alors ça, c'est pas lié aux Jeux Olympiques. Hein, c'est soit des travaux ou soit des... voilà. Oui, non, mais ça, malheureusement, on a la surprise, surtout le soir, la nuit, quand vous restez sur le périph', des fois, il y a des tronçons entiers qui sont fermés. Vous le découvrez au dernier moment, des portes sont fermées, mais ça, c'est l'entretien du périph', voilà. Oui, tout à fait, peut-être aussi. Est-ce qu'on a une dernière question? Et sinon, ensuite, on a une dernière... Madame dans le public, et ensuite, éventuellement... C'est bon Madame dans le public, et ensuite, on pourra clôturer cette réunion. Oui, c'était juste pour... Est-ce que les taxis seront logés à la même enseigne que les particuliers dans Paris pour circuler? Et les ambulances, voilà, les taxis et les ambulances, parce que si on a une urgence ou quelque chose, quand on habite là, est-ce qu'on pourra... Comme je l'indiquais dans mon intervention, pour tout ce qui est personnel médical, le personnel médical va pouvoir continuer à circuler en principe même dans les zones rouges, sauf si on a une mise à jour contraire. À partir du moment où ils indiquent, en fait, parce qu'il y aura toujours des contrôles des forces de l'ordre, ils indiqueront juste qu'ils vont voir un résident. Et puis aussi, tout ce qui est véhicule identifiable ne sera aussi pas contrôlé. Tout ce qui est taxi, ça dépend si vous allez vers le site de compétition ou si vous allez juste chez vous. Si vous êtes dans le taxi, vous êtes passagère et que vous avez votre passe numérique, bien évidemment, vous pouvez rentrer chez vous. Pour aller sur le site, imaginons que vous allez être spectatrice des Jeux Olympiques, vous pouvez aller. Alors, encore une fois, moi, l'information que j'ai, c'est que le taxi peut vous déposer, par contre, parce que vous serez dedans, mais par contre, il ne pourra pas venir vous chercher à partir du site. Voilà. Pour être si vous avez besoin de commander un taxi chez vous, par exemple, là, il faudra passer a priori, à ce stade, là encore, c'est pour le moment les informations que nous avons, il faudra que vous réserviez le taxi pour que le taxi puisse montrer une preuve au passage, si vous êtes vraiment dans la zone rouge, qu'il vient vous chercher, qu'il y a bien un client qui l'attend, parce que l'idée, c'est pas qu'il tourne en rond dans ces zones-là, qui sont des zones contrôlées. Donc il faudra juste pouvoir réserver le taxi. Et si nous sommes bons, nous sommes à l'heure pour pouvoir clôturer cette réunion. Merci encore à tous d'être venus. Merci à tous les élus qui ont participé. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ben voilà.